Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice spécialiste du bien-être au travail. On va parler du bien-être au travail, les troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. Si on prend juste à titre d'exemple, la dépression, le suicide est plus meurtrier que les accidents de la route. Aujourd'hui, avec Madame Claudia Jiménez, j'ai une trentaine de questions. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez Claudia? Ça fait longtemps. Très très bien. Oui, ça fait un petit temps maintenant. Moi, je vais très bien. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, Claudia, c'est un sujet, enfin, je veux dire, on n'en parle pas beaucoup, Claudia. Déjà, le bien-être au travail, on n'en parle pas beaucoup. Et les troubles mentaux au sein de l'entreprise, on n'en parle pas beaucoup. Claudia, pourquoi est-ce important pour vous d'en parler? Ici, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience personnelle. Mais pour moi, c'est important d'en parler parce que, vous l'avez dit, ça fait partie intégrante du bien-être au travail. Et premièrement, on n'en parle pas beaucoup, ou en tout cas, on y pense beaucoup, on le met beaucoup en avant, mais la parole n'est certainement pas libérée. Et parce que, à titre personnel, moi, je m'y suis beaucoup intéressée. Je pense que si on fait un sondage rapide auprès des auditeurs, les statistiques sont là pour le montrer. 4 personnes sur 7 en Belgique en 2017 avaient été confrontées à ce type de problème, ce qui est énorme. Et pourtant, on n'en parle pas. Moi, personnellement, j'ai eu ce déclic il y a quelques années maintenant, quand j'étais plus jeune. Vous savez, je viens très rapidement pour faire la petite histoire. Je viens d'une famille où on disait il faut travailler, il faut beaucoup travailler, il faut mériter, il faut travailler. Et donc il y avait cette croyance que dont beaucoup de vos invités parlent, ces croyances qui se mettent en nous sans qu'on s'en rende compte, qu'il faut travailler beaucoup. Et donc chez moi, ça s'est traduit par beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais aussi cette idée de voilà, il faut être forte et tout le temps forte et être là pour les autres. Et donc, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, à travailler beaucoup. J'ai dormi dans les entreprises, passé des heures, j'étais toujours la dernière partie. Et un jour, je me suis retrouvée dans une équipe avec un chef qui, en plus de vouloir nous faire travailler beaucoup, et je remettais jamais en question ni les processus, ni la manière de travailler. C'était moi. Il fallait travailler beaucoup, je m'y mettais. S'est penché beaucoup aussi sur ces problématiques. Et moi, je me positionnais en sauveur. D'accord ? Sauveur, je vais tout prendre. Et jusqu'au jour où j'ai craqué. Et je lui ai dit, voilà, là, je n'en peux plus. On parlait pas de burn-out à l'époque, mais je pense que c'était ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu entendre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a dit, mais enfin, c'est pas normal, quelqu'un comme toi, tu vas pouvoir y arriver, allez, on est tous là, on y va. Donc d'un côté, il n'a pas voulu entendre parce que probablement ça le mettait plus mal à l'aise aussi lui que moi. Et d'un autre côté, comme j'étais un petit peu son sauveur parce que je prenais aussi tout son travail, tout ce qu'il me racontait, ses problématiques, du jour au lendemain, il a changé d'attitude. Il a pensé, ok, maintenant elle a un problème, elle sera plus performante, on va la mettre un petit peu dans le coin. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est dans des cultures de la performance encore aujourd'hui. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Et donc, très vite, la problématique a été balayée. On a fait comme si ça n'existait pas. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. D'abord, je me suis remise moi en question. Mais c'est pas normal non plus que ce type de problématique soit tabou finalement. Et que personne n'ose en parler, mais pis que ça, on n'ose pas l'entendre non plus. Parce que quelque part, c'est un peu avouer que nous aussi, on pourrait être faibles. C'est ce que je veux dire. C'est un petit peu le miroir quand on en parle en entreprise et quand on en parle aux autres. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené petit à petit, en tout cas, c'était la première claque, ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser vraiment au bien-être en général, mais à ce type de problématique en particulier.
D'accord. Claudia, il y a deux choses qui m'ont interpellée dans ce que vous avez dit. La première chose, vous avez dit, travailler beaucoup, ça peut être une pensée limitante. Je vous ai déjà posé cette question ici, dans cette émission. Est-ce que travailler beaucoup, c'est une pensée limitante? Pour réussir, je veux dire, est une pensée limitante? Vous m'avez dit oui. Alors, pour réussir, Claudia, avec quoi remplacer ce terme, travailler beaucoup? Travailler intelligemment? Alors, travailler beaucoup, c'est le fait de devoir travailler toujours plus, ou l'idée que parce qu'on travaille beaucoup, j'étais encore il y a 2 semaines dans une entreprise et on me disait si elle travaille très bien, elle performe bien, elle fait 10 à 12 heures par jour. C'est pas un gage ni d'efficacité ni d'efficience. Dans le meilleur des cas, c'est un gage de fatigue et de burn-out qui va arriver. Donc effectivement, vous avez raison, travailler intelligemment, se remettre en question, remettre les manières de travailler en question. Voilà, vraiment travailler intelligemment, je pense que c'est la bonne définition. J'avais envie de vous dire la bonne étiquette pour ajouter une petite touche. Bah écoutez, première étiquette, allez, première étiquette. Chaque étiquette avec vous, c'est une victoire, Claudia. Alors, je souligne, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Ce n'est pas un gage d'efficacité, le fait de travailler beaucoup. C'est un message pour tous les travailleurs, tous les employeurs aussi. Il y en a qui travaillent moins, mais travaillent intelligemment et ils sont plus efficaces. Du coup, ils sont moins confrontés à des maladies ou d'anxiété ou de stress. Bref, ce que vous allez nous expliquer aussi dans cette émission. Le deuxième terme qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, Claudia, c'est tabou. Est-ce que c'est un tabou actuellement? Vous faites partie maintenant du monde des entreprises. Est-ce que vous avez facile à parler de troubles mentaux? Déjà, c'est un terme qui fait un peu peur et on a honte de dire qu'on souffre d'un trouble mental. Oui. Alors, le terme trouble mental n'est certainement pas utilisé. Certainement pas. Et donc, aujourd'hui, en 2021, on en parle un peu plus. Les circonstances font qu'on en parle un peu plus, mais c'est paradoxal. D'un côté, c'est tabou. D'un autre côté, on fait beaucoup pour le bien-être au travail et de plus en plus. D'accord ? Mais bizarrement, quand ça arrive et quand ça survient, on ne veut pas en parler parce qu'on est quand même les sociétés restent dans des cultures de la performance. On est là pour performer et on le voit. On parle beaucoup de développement personnel, par exemple aussi, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et là aussi, ça devient presque un critère de performance. C'est-à-dire, on doit se développer personnellement. Pour être performant, c'est même plus pour son bien-être ou pour développer ses compétences. Et donc tout est comme ça performance. Donc c'est un peu vu comme une faiblesse, mais aussi par la personne qui le vit. C'est-à-dire on a peur d'être jugé, on a peur que ce soit un obstacle au développement de sa carrière. Et donc c'est très paradoxal. D'un côté, c'est jugé assez durement par l'employeur. Aussi sur base de croyances et autres, et à cause de cette culture de la performance, et par la personne qui le vit, il y a une sorte de culpabilité à ne pas fonctionner ou à pouvoir se positionner comme quelqu'un qui ne pourrait pas fonctionner pendant un temps comme le reste de l'équipe. D'accord. Claudia, ces problèmes de santé mentale, est-ce que ils sont vraiment en augmentation actuellement ou c'est juste parce qu'on en parle beaucoup et on a l'impression qu'il y a plus de personnes qui en souffrent dans le monde des entreprises? Alors, ils étaient déjà nombreux. Est-ce qu'ils sont en augmentation? J'ai pas les chiffres aujourd'hui, il n'y a pas d'études aujourd'hui. Mais avec la situation qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire qu'ils sont en augmentation. Moi, je le vois en entreprise. Je travaille de manière bénévole pour des SBL qui soutiennent aussi les salariés. Les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. À côté de ça, la bonne nouvelle de ça, si j'ose dire, c'est qu'on en parle plus aussi. Donc probablement que les statistiques pour ces 2 dernières années seront plus élevées parce que c'est devenu un petit peu moins tabou. Vous savez, à toute chose négative, il y a toujours une opportunité, quelque chose de positif, et sans doute que ce sera ça. Je pense qu'en termes de maladies mentales et de bien-être au travail, la parole va se libérer après ce qu'on est en train ou ce qu'on a vécu. D'accord. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai Yanni. Donc voilà, Yanni sur Instagram, elle a dit, Claudia a parlé de stress. Est-ce que le stress est classé parmi les troubles mentaux?
Ok. Alors, on a beaucoup parlé déjà, on était venu parler du stress. Donc, Yanni, pour répondre à la question, le stress en lui-même est un facteur déclenchant. C'est-à-dire que, on l'a déjà vu, il y a le stress positif, celui qui nous fait nous mettre en action, celui qui, quand on est dans une situation de danger, on arrive, je sais pas, au bout d'un ravin, on a une adrénaline, du stress qui nous fait réagir de manière positive. C'est quand il devient chronique, quand il s'installe, quand les angoisses arrivent, quand il y a de l'anxiété, quand on peut aller vers quelque chose comme le burn-out, l'épuisement professionnel, qui ça est reconnu comme maladie professionnelle. Donc le stress en lui-même est un facteur déclenchant. D'accord. Les gens se disent souvent sous stress. C'est plus facile aujourd'hui de dire je suis stressé que je suis en burn-out. Question d'étiquette qu'on ne veut pas qu'on nous colle. Et là, c'est très sérieux. C'est mieux entendu de dire ah voilà je suis stressé que de dire je suis en burn-out. Aussi les gens ont du mal à reconnaître la limite. Quand est-ce que mon stress est positif? Quand est-ce qu'il commence à s'installer? Vous savez, il y a des personnes quand elles sont sous stress et que ça commence à aller mal et c'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out. Certaines compensent, c'est-à-dire travaillent encore plus. D'accord? Pour essayer d'occulter la problématique, on est stressé, on a un problème, on travaille encore plus. Et c'est comme ça qu'on finit par arriver à des situations d'épuisement professionnel ou de comportement de type agressif, voire même de dépression. Merci Claudia. Alors Claudia, maladie mentale et emploi, est-ce que c'est compatible? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, là tout de suite, ils ont peut-être une maladie, ils n'osent même pas postuler. Et c'est aussi un poids pour l'économie en Belgique, tout ce qui est maladie. Alors peut-être il faut faire la distinction, c'est repris entre des troubles mentaux comme le burn-out, les TOC, la dépression, donc des choses qui s'installent et qui sont déclenchées. Il y a aussi d'autres maladies. Enfin, il y a des personnalités borderline, il y a des personnes qui ont des troubles alimentaires qui sont aussi des choses de l'ordre du mental. Donc voilà, ce sont quand même la différence. Mais donc la question était, est-ce que c'est compatible avec un emploi? Oui. Alors, ça doit être, d'abord légalement, ça doit être compatible avec un emploi. Il y a des choses qui sont mises en place en Belgique pour accompagner ces personnes, pour être certaines aussi qu'elles ne soient pas mises en danger dans leur carrière. Il y a des conventions qui peuvent être signées, etc. pour peu qu'on le dise. Légalement, c'est pas un argument non plus pour licencier les personnes. Et moi, j'ai envie de dire, bien sûr, c'est compatible pour peu que ce soit identifié chez la personne qui postule et que au sein de l'entreprise, il y ait effectivement un programme de bien-être et d'accompagnement. Mais oui, c'est compatible. Réponse très claire, c'est compatible, maladie mentale et travail ou emploi. Donc, si on souffre d'une maladie, osez postuler, osez en parler, osez demander de l'accompagnement, de l'aide. Votre vie professionnelle n'est pas mise entre parenthèses. Si vous permettez, Madame Claudia Jiménez, on va prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien, 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice et spécialiste du bien-être au travail. On parle des troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Juste après la pause, et c'est dit, Claudia était claire. Maladie mentale et emploi, c'est compatible. Claudia, est-ce que ça va toujours? Très très bien, vraiment, oui, très très bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Claudia. C'est pareil pour moi, Manel. Merci beaucoup. Merci Claudia. Alors, selon votre expérience personnelle, les troubles mentaux les plus fréquents au travail, lesquels?
Mais les troubles mentaux, on a les plus fréquents. Là, on en a déjà cité quelques-uns avec la question de votre auditrice. Le burn-out, voilà, très, j'ai envie de dire, à la mode. Mais en tout cas, tout ce qui est lié à l'épuisement professionnel, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Cette dernière année aussi, donc beaucoup plus le côté anxieux qui engendre un stress quand même assez particulier, qui peut avoir un impact aussi sur le comportement, pas simplement sur des états dépressifs, mais sur des états de lassitude ou d'agressivité, des TOC aussi. On voit beaucoup de pathologies de troubles compulsifs se développer. Voilà, ça je dirais que ce sont les principaux là qui me viennent à l'esprit. D'accord. Claudia, j'ai reçu un SMS. Bonjour Manel, Oui. Bonjour Claudia, un grand merci pour votre émission, c'est moi qui vous remercie. Donc, Oui. Elle dit, ma fille est dans sa première année à l'université pour son premier examen. Elle a travaillé trop dur, mais malheureusement, le premier jour de l'examen, tout était stressant pour elle, qu'elle a d'après elle, mal géré l'examen alors qu'il était facile. Quel conseil lui donner? Un très grand merci d'avance. On n'est pas dans le monde du travail, mais si vous avez des suggestions ou des conseils à lui donner par rapport à la gestion de stress, Claudia, s'il vous plaît. Quand on est sous pression comme ça, il faut quand même voir d'abord pourquoi est-ce qu'on est sous pression. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est parce qu'on a trop travaillé, qu'on n'a pas assez dormi, qu'on a un stress dû à la fatigue? Mais à tous les étudiants, moi je conseille d'abord, on oublie la peur de l'échec. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple, hein. On dort bien, on mange bien, on n'étudie pas jusqu'à 2 heures avant d'aller à l'examen, et on oublie le côté, à nouveau, on travaille trop. C'est pareil pour les étudiants, on prend le temps. Et puis ce que je conseillerais, c'est vraiment quelques exercices de relaxation, voire de méditation. C'est moi, j'ai une fille, elle va à l'école, elle n'est pas encore à l'université, mais elle se met beaucoup la pression aussi pour réussir, ou en tout cas elle se mettait beaucoup la pression. Et je reconnais un petit peu ce que dit votre auditrice, c'est-à-dire quelque chose de facile, et on se met la pression tellement grande que d'abord on croit qu'il faut encore et encore et encore étudier, alors que finalement on sait. Donc ce que je lui conseille, c'est à chaque fois je lui dis arrête-toi, vérifie tes connaissances, et surtout ferme les yeux. Alors moi je fais aussi de l'hypnothérapie, donc voilà, elle a maintenant ce petit exercice, elle ferme les yeux, elle se visualise après son examen, elle se visualise qu'elle a réussi, et elle est beaucoup plus à l'aise avec ce qu'elle connaît. Merci. Si ça répond à la question. Mais encore une fois, ça dépend d'un individu à l'autre. Mais travailler trop, c'est certainement pas la bonne solution. Il faut s'arrêter un moment. Et c'est vrai que j'ai aussi vécu ça, ce stress que vivent certains étudiants pendant la période des examens. Ça paralyse complètement. J'ai déjà vécu ce moment de paralysie où c'était pas possible pour moi même d'affronter un jury. C'était impossible. Donc, elle peut déjà commencer à faire un peu de méditation aussi. Mais aussi, certains étudiants, entre nous, Claudia, laissent tout à la dernière minute aussi. C'est hors sujet, mais si on peut aussi comprendre carrément les leçons à la dernière minute. Travailler pour un examen, c'est aussi toute l'année. Et on part confiant et on n'a plus confiance en nous quand on a fait un travail qui a duré toute l'année. Bien sûr. Alors, il faut travailler toute l'année, mais dans le monde de l'entreprise aussi, hein, il y a des gens qui font dernière minute. Alors, évidemment, c'est prendre un risque. Donc non, il faut, et certainement comme étudiant, il faut travailler toute l'année. Ça permet de se sentir plus à l'aise. Ça n'enlève pas le stress de certains étudiants, hein, au moment de l'examen, exactement comme dans le monde de l'entreprise, au moment de passer un entretien de recrutement. Mais oui, ça aide. Faire tout à la dernière minute, sauf si on est organisé pour le faire à la dernière minute. C'est-à-dire que toute l'année, on a fait des plans, on sait qu'on fonctionne comme ça, qu'on fonctionne bien dans l'urgence. Bon, il y a des gens qui fonctionnent mieux comme ça. Mais enfin, à l'UNIF, c'est quand même assez compliqué de
voilà, de prendre du recul toute l'année, on va le dire comme ça. On est plus cool. Et de s'y mettre à la dernière minute, très clairement. Merci Claudia. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Une remarque très intéressante et aussi question très intéressante de Fadoua. Bonjour, je trouve que les gens banalisent tellement le burn-out. Certaines personnes s'autodiagnostiquent eux-mêmes et ceux qui souffrent vraiment d'un burn-out n'osent même pas en parler et souffrent en souffrance. Donc elle dit comment anticiper pour ne pas tomber en burn-out. Merci pour l'émission, c'est moi qui vous remercie Fadoua. C'est vrai Fadoua. On a facile à parler aussi de burn-out. Il y en a qui trouvent ça tabou tellement ça, voilà, ils arrivent pas à en parler. Il y en a chaque semaine burn-out, chaque mois burn-out. Je ne suis pas bien. On a facile à poser le diagnostic. Oui, malheureusement, c'est devenu un peu un terme à la mode. C'est pour ça que je vous disais étiquette, et je rejoins Fadoua, c'est devenu quelque chose comme si c'était banal. C'est presque normal aujourd'hui d'être en burn-out. Et donc, alors, le burn-out, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose dont on ne sort pas d'un claquement de doigts. Il faut être suivi de manière médicale quand on est en burn-out. Le diagnostic doit être correctement posé. Donc, oui, les gens se disent rapidement burn-out. Maintenant, les gens sont épuisés, sont fatigués. Je pense qu'avant de mettre le terme burn-out, il faut aller voir son médecin et s'assurer exactement de ce qu'on a. Mais oui, on banalise le terme, Fadoua a tout à fait raison. D'accord. Et elle dit comment anticiper. Fadoua, on va parler dans cette émission, j'espère qu'on aura le temps, comment anticiper le burn-out ou aussi les problèmes mentaux au sein des entreprises. Alors, Satie sur Instagram, elle dit bonjour Manel. Merci beaucoup à votre invité, je vous remercie. Donc, elle parle de son mari. Il donne beaucoup de temps à son travail, plus que sa famille. C'est incroyable comment il respecte son travail, même pas le temps pour lui. Et donc elle dit il n'a pas le temps pour lui, elle parle pas d'elle-même, donc elle est... Oui, voilà, il n'a pas le temps pour lui, mais est-ce qu'il se sent stressé, est-ce qu'il se sent angoissé, est-ce qu'il se sent fatigué? C'est peut-être juste son mode de fonctionnement, donc voilà. Mais je lui conseille de prendre du temps pour lui. Et j'imagine, alors c'est un peu pour sa famille, pour elle. Pour elle aussi. Parce que si elle se plaint, c'est qu'elle est touchée aussi en quelque sorte. Oui, donc on passe le message au mari de cette dame. Mais prenez du temps pour vous. C'est incroyable parce que quand on n'est pas assez actif, on peut reprocher à la personne, vous n'êtes pas assez actif, il faut bouger un peu plus. Mais quand il travaille beaucoup, non, vous travaillez beaucoup, il faut arrêter un peu, donner plus de temps à soi et à la famille. Il n'y a pas de juste milieu. Le juste milieu est difficile. La balance entre la vie familiale, la vie professionnelle, entre soi et les autres, oui, en 24 heures, c'est compliqué. Exactement. Alors, Claudia, les causes des troubles mentaux au travail, à votre avis, c'est quoi? Les causes, ça répond aussi à la question de l'anticipation, je pense. Donc, on travaille beaucoup, on est sous pression, on peut avoir l'environnement de travail, la culture de la performance, mais pas que. Aussi la manière de travailler, c'est lié au stress et lié à la reconnaissance. Donc tout ce qui est manière de travailler, la manière dont les tâches sont conçues, la manière dont on va vous faire les demandes, si on va valoriser votre travail ou pas, les relations sociales avec les collègues, est-ce qu'on a des relations sociales, est-ce qu'on n'en a pas, quel est le rythme de travail, toutes ces choses, est-ce qu'on me motive? Est-ce que j'ai suffisamment de retour pour moi être fière de moi? Est-ce qu'on me motive de la bonne manière? Comment est-ce qu'on me met la pression? Donc, tout cet environnement de travail va faire que, à un moment, chez telle ou telle personne, ça va engendrer un stress qui va mener à un déséquilibre mental.
Alors, Claudia, vous avez dit, est-ce qu'on me motive? Mais vous n'avez pas dit, pardon, est-ce qu'on me motive, mais est-ce qu'on me motive de la bonne manière? Il y a une bonne manière pour motiver les gens ou les travailleurs. Le système de la récompense, qu'est-ce que vous en pensez? Punition et récompense, comme si je suis en train de me comporter avec mon travailleur comme un petit enfant. Oui, alors en disant ça, vous avez répondu à la question. Moi aussi, je trouve que c'est très infantilisant. Donc, je suis pas trop en tout cas pour la punition. Pour la récompense, il y a des organisations où les gens sont demandeurs, où ça fonctionne. Maintenant, quand je dis comment on motive, vous savez, j'avais un manager qui se définissait donc pas moi dans une entreprise où j'étais, comme très bienveillant et très à l'écoute des gens. Effectivement, je le voyais fonctionner et il aimait dire aux gens « je suis fier de toi ». Donc, quand un employé faisait quelque chose très bien, et en plus, il le disait au sein du groupe. Alors, il disait vraiment « c'est magnifique ce que tu as fait, tu as très bien travaillé, tu as bien compris ce que j'attendais de toi, tu as bien compris, je suis fier de toi ». Donc, si on le passe, il n'y a rien de malveillant ou de méchant, c'était dit très gentiment, et il ne comprenait pas. Et donc, il a fallu qu'il se rende compte que le fait il aurait dit tu peux être fier de toi, ça changeait déjà tout. Le fait de dire je suis fier de toi, c'était vraiment s'approprier la victoire de la personne. D'accord. Vous disiez c'est comme un enfant. Avec un enfant, c'est un peu pareil. Je veux dire, lui dire voilà, tu as bien fait, je sais pas, tu as réussi ça, je suis fier de toi. Tous les psychologues vous diront, dites à un enfant, tu peux être fier de toi. C'est vraiment s'approprier, c'est dire, je t'ai bien expliqué, tu as fait ce que je voulais, donc maintenant je suis fier de toi. Attention, parce que si tu ne refais pas bien, je ne serai pas fier de toi et je ne serai pas content. Magnifique. Et donc, c'est pas une super motivation. Je passe un message à tous les responsables d'équipe, voire même aux parents. Je fais une parenthèse. Je suis fière de toi. C'est une formule que je déconseille. Waouh, magnifique ce que vous dites. Je l'ai aussi entendu une fois dans cette émission, mais c'est un très joli rappel. Claudia, ne dites pas je suis fière de toi, mais tu peux être fière de toi. Magnifique. Motiver, par exemple. Motiver, c'est bien comme vous dites, mais motiver de la bonne manière. Il y a une manière pour motiver son équipe. Claudia, oui, je vous écoute. Pardon. Non, je voulais dire, il n'y a pas que dans les paroles, donner plus d'autonomie aux gens, leur permettre de prendre des décisions, leur permettre d'aménager leur temps de travail, être moins dans le micromanagement. C'est aussi une manière de motiver. D'accord ? Laisser l'attitude aux gens de pouvoir organiser leur travail. D'ailleurs, ça va devenir pratiquement une obligation, à mon avis, si on va vers quelque chose d'hybride là dans les années à venir entre télétravail et travail en entreprise. L'autonomie et la manière de motiver va passer par l'autonomie, le fait de laisser plus de responsabilités, de laisser organiser le travail. Ça va devenir primordial, dans mon sens. Alors, Claudia, j'aurais une question par rapport aux symptômes d'un trouble mental au sein des entreprises, mais si vous permettez, on va prendre une toute petite pause. Une petite pause danse. Exactement, vous avez tout compris, Claudia. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Trop cool, Madame Claudia Jiménez qui danse avec moi en direct par Skype. J'ai adoré la petite danse, même si vous n'êtes pas avec moi dans les studios d'Arabelle. Mais je vous attends avec impatience sur place parce que je sais très bien que je m'amuse très très bien avec vous, Claudia. Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. On parle des troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. Coucou Claudia. Bonjour Manel. Oui, j'ai dansé avec vous. Vous avez l'image convenablement. Moi, je me vois coupée, donc ça donne un petit plus à la danse. J'ai adoré. Merci Claudia, c'est très gentil. J'adore quand je danse avec mes invités, ça me donne un peu de peps. Alors,
Claudia, je vais juste, si vous permettez, rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Aya, vous m'avez envoyé un message sur Instagram qui fait une 50aine de lignes. Je ne peux malheureusement pas le lire, il est un peu trop long. Si vous voulez me faire un petit résumé. Claudia, les symptômes d'un trouble mental au sein des entreprises, quand vous arrivez quelque part et que vous discutez avec les travailleurs ou le travailleur, comment vous pouvez avoir déjà des signaux comme quoi il y a un trouble mental? Les signes, c'est d'abord une perte d'efficacité au niveau professionnel. On voit le manque d'énergie, l'épuisement, un retrait aussi par rapport au travail, alors que ce soit des sentiments négatifs, parfois du cynisme, vous voyez, une sorte de retrait comme ça qui se caractérise en fonction de la personne de manière différente. Mais voilà, quand on est très négatif, surtout certaines personnes, ça dépend un peu le profil de personnalité, réagissent plutôt de manière cynique. Mais voilà, déjà quand on ressent ça, quand on sent le manque d'efficacité dû à l'épuisement, on remet tout en dernière minute, on n'est pas vraiment présent. Je pense que là, si on le ressent pour soi et si on arrive à l'identifier, il faut se poser la question. Mais quand on le voit comme manager ou comme un consultant externe, ce sont quand même les premiers signes, et c'est bien de creuser un petit peu alors. D'accord. Claudia, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de détecter une prédisposition aux troubles mentaux à l'entretien d'embauche? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des tests à faire passer, des tests psychotechniques ou autres, en discutant avec le candidat? Est-ce qu'on peut déjà voir une prédisposition aux troubles mentaux? Alors là, personnellement, je n'aime pas trop la manière dont la question est posée, si je peux me permettre, ou en tout cas, c'est compliqué pour moi d'y répondre parce que est-ce qu'il y a des tests? Alors, il y a des tests, il y a même des études, j'ai lu dernièrement, il y a des études qui voudraient mettre en place des sortes de tests beaucoup plus scientifiques, basé sur la salive, le taux de cortisol, enfin des choses comme ça. Imaginez-vous si on met ce genre de choses en place. Donc à la question, est-ce qu'il y a il y a sans doute moyen j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait? Voilà. Non, je ne pense pas. Et donc, avec la manière dont les entretiens sont faits aujourd'hui et même avec des questionnaires ou autres, je ne pense pas qu'on puisse objectivement aujourd'hui l'identifier. Et en tout cas, c'est à la personne, on peut aider la personne à identifier des comportements ou des manières de fonctionner qui pourraient laisser sous-entendre qu'il y a une problématique. Je pense que ça, c'est la responsabilité des entreprises, d'aider les personnes, d'aider leurs collaborateurs à identifier que. Mais à l'embauche, de dire, voilà, il nous semble que, et donc ça veut dire ça, et on écarte, là je dis non. Personnellement. Voilà, Claudia, j'ai un petit résumé de ce que notre auditrice voulait dire. Donc, elle a parlé, elle dit, selon moi, une maladie mentale et emploi, ce n'est pas compatible pour la simple raison que les choses peuvent s'empirer si on est dans un lieu de travail qui est toxique. Elle a tout à fait raison, cette auditrice. Si on est dans un environnement toxique et qu'on ne fait rien, ce n'est pas compatible. Oh. C'est-à-dire que il faut en parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même en entretien de recrutement, il faut faire connaître cet handicap à la performance, j'ai envie de dire. Il faut le faire connaître pour sécuriser le parcours. Il faut être certain que l'entreprise accompagne. Évidemment, si l'environnement est toxique, vous pouvez arriver dans un environnement sans avoir de troubles mentaux. Si c'est un environnement vraiment toxique, je ne vous donne pas longtemps avant de vous retrouver en stress ou en situation de déficit par rapport à ça.
Merci pour votre réponse, Claudia. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on est déjà à la fin de cette émission. Ce que j'adore chez vous, oui, malheureusement. Mais je suis à la moitié des questions. Si vous permettez, je peux vous recevoir vendredi prochain pour la suite du même sujet, parce qu'on n'a pas encore donné tous les conseils que vous avez à donner aux employeurs et aussi aux travailleurs ou employés. Avec plaisir. Je reviens la semaine prochaine pour répondre à l'autre moitié et pour répondre aux questions des auditeurs aussi. Et oui, avec grand plaisir vendredi prochain. Merci Claudia. Alors Claudia, la semaine prochaine, vous serez sur place ou par Skype? La semaine prochaine, je viens danser sur place. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Très bonne nouvelle. Merci Claudia. Merci aussi à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe. Une émission à ne pas manquer. 9-10 heures sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.